Es el primer seminario que hacemos externo, propiamente de la temática, ¿no? Sobre los humedales, porque la semana pasada, perdón que te espalda, tuvimos la presencia de Alberto Rojo, que nos habló sobre la interdisciplina entre las artes y las ciencias. Y hoy entramos un poco a la temática, ¿no? Con el seminario de Jessica. Voy a leer 2 o 3 líneas de su CV para que sepamos más sobre ella. Jessica Makoviak es informante nacional por Francia en el Observatorio Jurídico Europeo, que se llama Natura 2000, desde 1998, la que tiene un trabajo en el observatorio que se ocupa de los humedales desde 1998. Es miembro de la misión regional de la autoridad de la región de Nouvelle-Aquitania desde 2016. Ha participado en el proyecto europeo BISON, Biodiversity and Infrastructure Synergies and Opportunities for European Transportation Networks. Eso es 2021-2023. Ha hecho anotaciones y comentarios al Código del Medio Ambiente desde 2012, que el libro 2 del Código de Ambiente francés es sobre el agua. Y es es directora de la revista jurídica del medio ambiente desde 2016. Ha publicado distintas obras colectivas referidas al tema ambiental y a la cuestión de la biodiversidad. Y bueno, nada, después les paso la lista un poco de libros y de publicaciones. Bueno, muchas gracias, Jessica. Y estamos para comenzar. 5 minutos, après on va discutir un petit peu. Voilà, merci. Muchas gracias para la invitación. Disculpe, je vais le dire en français, je n'avais pas compris que c'était à 16 heures, heure française. Et donc, j'étais en cours et je sortais juste de cours. Je suis vraiment désolée si vous avez attendu 1 heure, je suis vraiment confuse. Non, 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 c'est pas ça. Non, non, ça. Bon, d'accord. On n'a pas attendu. Bien. Surtout si au cours de l'exposé du séminaire, je parle trop vite pour la traduction, vous me le dites. Hein? Pas de problème. Pas de problème? Bon. Donc, Gonzalo m'a demandé de vous présenter un séminaire sur la question des zones humides. Presentar un seminario sobre la cuestión de los humedales. Donc, je voudrais que vous me confirmiez que le PowerPoint va défiler sous vos yeux et que ce n'est pas à moi de le faire défiler. ¿Quiere saber si el PowerPoint lo vamos a ver en pantalla o es ella la que lo tiene que mostrar en pantalla? C'est toi, Jessica. C'est moi qui dois partager? Oui. Très bien. Parfait. C'est bon, vous voyez mon... Parfait, oui. Oui? ¿Lo ven bien? Sí. Oui. Bon, je voudrais préciser que je ne suis pas une experte et une spécialiste de la question des zones humides, mais au fond, quand on s'intéresse à la préservation de la biodiversité, ce qui est mon cas, cuando nos interesamos a la preservación de la biodiversidad, lo que es mi caso, forcément, on s'intéresse à la question des zones humides qui sont essentielles pour la préservation de la biodiversité. Nos interesamos obviamente a los humedales que son esenciales para la biodiversidad. Et puis, ma formation à la fois de spécialiste de l'environnement et de spécialiste de l'urbanisme font que c'est aussi par le prisme de l'urbanisme que j'ai pu m'intéresser à la question des zones humides. On va un petit peu moins vite. Jessica, s'il te plaît. Oui. D'accord. En fait, je me suis forcément intéressée à la question des zones humides parce que je fais du droit de l'environnement. Yo me interesé a los humedales porque yo estoy en derecho del medio ambiente. Mais aussi par le prisme du droit de l'urbanisme que j'étudie aussi.
pero también por el prisma del derecho urbanístico, que yo me interese en el tema. Donc, j'ai choisi une photo d'une espèce emblématique de l'Argentine, hein, qui est De una especie emblemática de la Argentina et qui évolue justement dans des zones humides, notamment en Argentine. que evoluciona en zonas húmedas, particularmente en Argentina. Mais l'actualité dont m'a parlé Gonzalo, Pero la actualidad de la que me habló Gonzalo, j'aurais pu choisir en fait ce qui se passe en termes d'incendie, de ce que j'ai compris hubiese sur le podido Paraná, elegir también lo que pasa en términos de incendios en el Paraná en este momento. pour introduire ce séminaire, parce que visiblement la question est d'actualité à Santa Fe. Esto sería para introducir el seminario porque es lo que pasa en este momento en Santa Fe. Voilà comment je vais construire mon séminaire. Mi seminario lo voy a construir de esta manera. Dans un premier temps, on va essayer de définir ce qu'est une zone humide. C'est la première étape. Primero vamos a definir lo que es un humedal como primera etapa. Dans un deuxième temps, je vais un peu vous expliquer les enjeux de préservation des zones humides. Después les voy a hablar de los desafíos o los retos de preservación de los humedales. Dans un troisième temps, je vais vous expliquer quelles sont les menaces, quelles sont les pressions qui s'exercent sur les différentes zones humides dans le monde. Voy a hablar de las amenazas o de los problemas de los humedales en el mundo. Et enfin, je vais explorer quelques leviers, quelques pistes pour protéger les zones humides. Voy a hablar de algunos disparadores para proteger estos humedales. Bon, avant d'entrer dans la question des définitions, Antes de entrar en la definición, j'aimerais simplement vous alerter me gustaría advertirles qu'en fait, on a tous un jour rencontré une zone humide, mais sans nécessairement savoir que c'était une zone humide. que todos nos hemos encontrado en un humedal, pero no forzosamente sabiendo que se trata de un humedal. En droit international, la définition qui est retenue, l'appellation qui est retenue, c'est celle de zone humide. En derecho internacional, la denominación es humedal. Mais en fait, nous, on connaît les zones humides sous d'autres vocables, sous d'autres noms. Pero nosotros conocemos los humedales con otros vocablos. On parle de lagunes. Hablamos de lagunas, des marais, des tourbières, pantanos, turberas, des fleuves, ríos, des mares, des rivières. lagos, ríos. Mais en fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle juridiquement, d'un point de vue juridique, une zone humide. En general, todo eso lo apelamos un humedal en forma jurídica, en términos jurídicos. Une zone humide, c'est assez difficile à définir. Un humedal es bastante difícil de definir. Parce que chaque discipline a sa propre définition des zones humides. Cada disciplina tiene su definición de humedal. Et donc, si on interroge un écologue, par exemple, et un juriste, ils n'auront pas la même définition de la zone humide. Si interrogan a mis colegas, a otro jurista, ellos no van a tener la misma definición de humedal. La zone humide, elle peut avoir une origine naturelle ou avoir été créée par l'homme. El humedal puede tener un origen natural o haber sido creado por el hombre. Ce qu'on peut dire pour simplifier, c'est que para simplificar, une zone humide, c'est un espace de transition entre la terre et l'eau. Es que un humedal es un espacio de transición entre la tierra y el agua. Et la définition la plus couramment acceptée, la plus couramment admise, y la definición más corrientemente aceptada o admitida, c'est que les zones humides sont des terres recouvertes d'eau peu profonde. Los humedales son tierras recubiertas de aguas poco profundas, ou bien qui sont imprégnés d'eau de façon permanente ou temporaire.
o que están impregnadas de agua, tierras impregnadas de agua de forma temporaria o permanente. Ce qui est important également, c'est qu'une zone humide, elle subit un certain nombre de variations. Lo que tenemos que definir también es que un humedal tiene una determinada cantidad de variaciones. Donc, ce n'est pas un milieu fixe d'un point de vue écologique. No es un medio, un entorno fijo en términos ecológicos. Donc, en fait, les variations, c'est à la fois en termes de salinité, de teneur en sel, Las variaciones se pueden definir en términos de salinidad, mais aussi une variation en termes de submersion pero también en términos de inmersión, ou encore en ce qui concerne la composition en matière nutritive. o la composición en materia nutritiva. Et ces variations que subissent les zones humides, Y esas variaciones que sufren los humedales elles dépendent en fait notamment des conditions climatiques, dependen en particular de las condiciones climáticas, de la localisation de la zone humide, de la localización del humedal ou encore de la topographie, du contexte topographique. o de la topografía de su contexto. Mais ce qu'il faut bien comprendre, Lo que hay que comprender bien c'est que ce sont ces variations qui sont à l'origine de la richesse des zones humides. es que son esas variaciones los que dan origen a la riqueza de esos humedales. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir une abondance de poissons, Y es por eso que vamos a tener una abundancia de peces, d'algues, d'oiseaux d'eau, algas, pájaros marítimos de agua, d'autres espèces sauvages sur lesquelles je reviendrai plus tard. otras especies salvajes sobre las cuales vamos a hablar más tarde. Il existe une convention internationale qui s'est préoccupée relativement tôt de la question des zones humides. Hay una convención que se ocupó relativamente temprano de los humedales, que es la convención de Ramsar, Voilà, qui date donc, comme vous le voyez, de 1971. es del 71. Et la convention de Ramsar, comme souvent les textes juridiques, propose une définition des zones humides. Y la convención de Ramsar propone una definición de humedales en disant qu'une zone humide est une étendue saturée d'eau ou inondée, temporairement ou en permanence. diciendo que un humedal es una extensión saturada de agua o inundada temporariamente o permanentemente. La convention de Ramsar, elle distingue deux types de zones humides. La convención distingue dos tipos de zonas húmedas. Les zones humides intérieures et les zones humides côtières. Las interiores y las costeras. Donc, vous voyez que dans les zones humides intérieures, je vous donne quelques exemples. En las interiores les doy algunos ejemplos. On trouve les cours d'eau, les marais, les étangs. Encontramos les cours d'eau, de agua, estanques, les marais. Los pantanos. Et pour les zones humides côtières, y para los humedales costeros, on va trouver par exemple ce qu'on appelle les mangroves. Tenemos lo que llamamos manglares. Ou encore les lagunes. O las lagunas. Et je pense qu'à Santa Fe, vous avez la présence d'une lagune, si je ne me trompe. Tenemos la presencia de lagunas, si me acuerdo bien. Donc, en fait, la convention de Ramsar, elle retient une définition des zones humides qui est très large et qui est assez vague. La convención de Ramsar tiene un concepto de una definición de humedales muy amplia y bastante vaga. Alors qu'en droit français, par exemple, tanto que en derecho francés, por ejemplo, on a un critère de qualification de la zone humide qui est un critère alternatif. Tenemos un criterio de calificación que es un criterio alternativo.
On a une zone humide, soit parce qu'il y a des plantes hygrophiles pendant une partie de l'année. Tenemos, ya sea, a ver, tu peux répéter? Alors, en droit français, la zone humide, elle est caractérisée Los humedales son caracterizados por soit par la présence de plantes qui aiment l'eau, hygrophiles, qui aiment l'eau, ya sea por la presencia de plantas hidrófilas pendant une partie de l'année, durante un periodo del año, soit, deuxième critère, o como segundo criterio, soit parce qu'il y a de l'eau douce de façon permanente ou temporaire. porque hay agua dulce en forma permanente o temporaria. Maintenant qu'on a tenté de définir les zones humides, je vais vous parler des enjeux de leur préservation. Ahora, ya que hablamos de zonas húmedas, después de eso vamos a hablar de los retos o los desafíos para su preservación. Bon, d'abord, quelle est leur importance dans le monde? ¿Cuál es su importancia en el mundo? La première chose, c'est qu'elles sont présentes partout dans le monde. Lo primero es que existen en todo el mundo. Et là où on en trouve le plus, c'est sur le continent asiatique. Y en donde más hay es en el continente asiático. Elle représente 6% des terres émergées Ella representa el 6% de las tierras emergidas et ce sont les écosystèmes, elles figurent en fait parmi les écosystèmes les plus riches de la planète. y figuran entre los ecosistemas más ricos y más diversos del planeta, Les plus riches et surtout les plus diversifiés. sobre todo los más diversos, los más diversificados. Autre élément important, c'est que les zones humides, elles abritent des milliers d'espèces animales. Otro punto importante es que estos humedales albergan millares de especies animales et d'espèces végétales. y especies vegetales. Par exemple, c'est ce que je mets dans la diapositive entre parenthèses, il y a plus de 100 000 espèces d'eau douce qui dépendent des zones humides. Hay más de 100.000 especies de agua dulce. Et enfin, et là je vais un peu plus détailler, ce qui est important, c'est que les zones humides, Finalmente, lo que es importante es que los humedales elles remplissent un certain nombre de fonctions et elles rendent des services. tienen un montón de funciones en la naturaleza y sirven para algo. Alors, vous allez voir, je vais distinguer ce qu'on appelle les fonctions remplies par les zones humides et les services. Yo después les voy a decir cuáles son las funciones y los servicios que brindan. On peut dire que les zones humides, elles remplissent 3 types de fonctions. Podemos decir que los humedales tienen 3 tipos de funciones. D'abord, une fonction hydrologique. Primero, una función hidrológica. En fait, une zone humide, c'est comme une éponge. Un humedal es como una esponja. C'est-à-dire qu'elles reçoivent l'eau, elles la stockent et ensuite elles la restituent. Ellos humedales reciben el agua, lo estoquean y lo restituyen. Les zones humides, elles remplissent également des fonctions physiques et biogéochimiques. Je suis désolée pour le vocabulaire. C'est pas grave. También funciones físicas y biogeoquímicas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles fonctionnent un peu comme les reins du corps humain. ¿Qué quiere decir esto? Que funcionan un poco como los riñones del cuerpo humano. C'est-à-dire qu'elles jouent un rôle de filtre naturel. Tienen un rol de filtro natural. Et donc, elles filtrent l'eau qui vient des bassins versants. Los filtros esos vienen de las cuencas que arrojan el agua. Elles reçoivent donc des bassins versants les matières minérales et organiques. En esas cuencas ellos reciben materia mineral y orgánica. Et ensuite, elles les transforment et elles les retournent à l'environnement. Elles les restituent à l'environnement. Y luego la transforman y la restituyen al medio ambiente. Et enfin, ce qui est très important aussi, c'est que la zone humide remplit une fonction écologique majeure.
También tiene una función, la tercera función es una función ecológica mayor, c'est-à-dire qu'elles remplissent des conditions chimiques notamment qui permettent un développement de la vie extraordinaire. ellos tienen funciones químicas que permiten un desarrollo extraordinario de la vida. Outre les fonctions qu'elles remplissent, les zones humides, elles rendent également un certain nombre de services. Otra de las funciones es que nos aportan un servicio. Donc là, j'ai distingué 3 types de services. Distinguí Bon. 3 tipos de servicios, Alors, je les ai un peu hiérarchisés. los he jerarquizado. Le premier service que rendent les zones humides, c'est ce qu'on peut appeler les services d'approvisionnement. El primero, diría, el servicio de provisión, de aprovisionamiento. Et donc, quand je dis approvisionnement, c'est notamment pour l'agriculture, pour l'eau. En particular para la agricultura, el agua. Alors, en effet, les zones humides, elles permettent de fournir des services comme la nourriture. También los humedales permiten servir como alimento, por ejemplo, en el caso le de riz. la alimentación, en el caso del cultivo del arroz. Mais également, elles fournissent des matériaux de construction, du fourrage pour les animaux. También proveen materiales de construcción, forraje para los animales, de la matière combustible materiales combustibles ou encore des ressources médicinales pour la médecine, la pharmacie. o incluso recursos medicinales para la industria farmacéutica. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les services d'approvisionnement. Eso es lo que llamamos servicio de aprovisionamiento. Mais elles rendent également des services dits de régulation. También aporta un servicio de regulación. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elles ont une fonction d'épuration des eaux. Porque, como lo dije antes, tienen la función de la depuración de las aguas. Et donc, la présence d'une zone humide permet notamment de réguler le climat. La presencia de un humedal permite regular el clima. Et de prévenir des événements naturels comme les inondations ou les sécheresses. Y prevenir eventos naturales como pueden ser inundaciones o sequías. Et enfin, on peut aussi considérer que les zones humides, elles rendent des services culturels. También aporta servicios culturales. Par le paysage qu'elles représentent, notamment. Los paisajes que representa en particular. Par les loisirs qu'elles permettent d'exercer, d'abriter. Por la diversión o el entretenimiento que puede albergar una zona húmeda, un humedal. Et dans certains pays, elles remplissent également des services spirituels, voire des services religieux. Y en algunos países incluso servicios espirituales y religiosos. Bon, je ne m'étends pas sur cette question, mais il faut retenir, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles rendent vraiment un grand nombre de services. No me voy a detener acá, pero da un número muy elevado de servicios. Alors, le problème, c'est que généralement, el problema es que generalmente, on ne se rend compte des services rendus par les zones humides qu'une fois qu'elles sont détruites. No nos damos cuenta del servicio que aporta un humedal hasta que estos humedales desaparecen o se destruyen. Et donc, c'est l'occasion pour moi de faire une petite parenthèse. Para mí, un momento de hacer un pequeño paréntesis. C'est que il y a un certain nombre d'économistes, notamment. Hay una cantidad determinada de economistas en particular. Qui ont proposé dans un certain nombre d'études et de publications de donner une valeur économique, d'estimer la valeur économique des services rendus par la nature. Que han hablado de estimar el valor económico de estos servicios que un humedal nos puede aportar. Alors, qui est évidemment une démarche assez complexe et qui relève de la science économique et non pas du droit. Mais sachez que ça existe, en tout cas, d'attribuer une valeur économique à la nature. Es una gestión muy compleja y que hay que hablar también no solo de juristas, sino por el lado de la parte económica, de los economistas.
Donc, je ne sais pas si le schéma s'affiche clairement sur l'écran. ¿Se ve bien el esquema en la pantalla? Oui. Oui. Bon. Oui, parfait. Donc là, c'est un peu une synthèse des services rendus par les zones humides. Un poco una síntesis de los servicios que aporta un humedal. Donc, ils sont vraiment considérés comme des amortisseurs du changement climatique. Se consideran como amortiguadores del cambio climático. Et donc, on voit les 6 grands services rendus par les zones humides. Los 6 grandes servicios que nos dan los humedales. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, les zones humides, elles absorbent et elles stockent l'eau. Absorben y estoquean el agua. Donc, c'est un moyen de prévenir les inondations et les épisodes de canicule aussi. De esa manera se previenen las inundaciones y los episodios de canícula. Elles ont un rôle, c'est le deuxièmement, de préservation de la ressource en eau. Ellos preservan los recursos de agua. Parce qu'elles alimentent ce qu'on appelle les nappes phréatiques et les cours d'eau. Alimentan las napas freáticas y los cursos de agua. Elles peuvent également réduire les effets des tempêtes et protéger les côtes. Reducen los efectos de las tormentas y los efectos de las costas, sobre las costas. Et également, elles captent beaucoup de carbone. Y además captan mucho carbono. Et en fait, beaucoup plus que les forêts. Hein. Mucho más que los bosques incluso. 5e service rendu, j'en ai pas encore parlé. Quinto servicio rendido del que todavía no hablé. C'est qu'en fait, dans un milieu particulièrement urbanisé, En un medio particularmente urbanizado, la zone humide, elle va constituer ce qu'on appelle un îlot de fraîcheur. Los humedales representan lo que se llama un islote de frescura. Ce qui permet évidemment de lutter contre les épisodes de canicule, de sécheresse et de faire face au changement climatique. Lo que permite evitar los episodios de canícula o de sequía y es otra cosa con la que hacemos frente al cambio climático. Et enfin, mais ça j'en ai déjà parlé, ce sont des réservoirs de biodiversité. Y además, ya lo hablé también, son reservorios de biodiversidad. Donc, on a essayé de définir les zones humides. Ensuite, je vous ai expliqué. Oui, vas-y. Hoy tratamos de definir las zonas húmedas. Maintenant, vous avez vu quels sont les enjeux de préservation des zones humides. Hemos visto cuáles son los desafíos para preservar las zonas húmedas. Maintenant, il faut expliquer quelles sont les pressions et les menaces qui s'exercent contre les zones humides, sur les zones humides. Ahora vamos a ver cuáles son las presiones y las amenazas que tenemos sobre las zonas húmedas. Sobre los humedales, perdón. Donc là, vous allez voir tout de suite que la situation est très préoccupante, hein, puisque sur le graphique qui est à droite, la solución es muy preocupante porque si en el gráfico que vemos a la derecha, on voit que depuis le XVIIIe siècle, vemos que desde el siglo XVIII, 85% des zones humides ont disparu. El 85% de los humedales han desaparecido. Et sur le graphique qui est à gauche, sobre el gráfico de la izquierda, donc là, le graphique insiste sur ce qui s'est passé depuis environ 50 ans, depuis 1970. El gráfico muestra de lo que ocurrió en los últimos 50 años, desde 1970. Et donc, depuis 1970, ce sont 35% des zones humides qui ont disparu de la planète. 35% de humedales han desaparecido del planeta. Alors, évidemment, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que les zones humides sont détruites? Comment? Alors, évidemment, par l'homme, hein, vous vous en doutez, ce sont les activités humaines qui détruisent les zones humides. Mais je vais essayer de vous expliquer à travers un schéma.
¿Por qué están desapareciendo? Se los voy a explicar a través de un esquema, pero básicamente es el hombre el que ha colaborado con la desaparición. Alors, quels sont les types d'activités qui menacent directement les zones humides? ¿Cuáles son las actividades que amenazan directamente los humedales? Alors, il y a vraiment un grand type, une grande typologie, une grande diversité d'activités qui menacent directement les zones humides. Hay una gran diversidad de actividades que amenazan los humedales. Donc, par exemple, alors évidemment, toutes ces menaces sont très différentes d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, hein. Todas esas amenazas son muy diferentes de un continente al otro o de un país al otro. Alors, dans certains cas, ce sont des activités qui consistent à boiser, Forestación qui vont faire disparaître les zones humides. que hacen desaparecer los humedales. Dans d'autres hypothèses, c'est lorsque l'on procède à des aménagements divers des cours d'eau, quand on aménage les cours d'eau. Se hace diferentes tipos de planificaciones de cursos de agua. Par exemple, en construisant des barrages. Cuando se construyen diques. Alors, plus spécifiquement, c'est ce qui est ici, là. Ça peut être aussi toutes les activités d'extraction que l'on va mener dans les cours d'eau. Todas las actividades de extracción. Donc, c'est quand on extrait des matériaux pour les besoins de la construction, par exemple. Cuando se extraen materiales para la construcción, por ejemplo. En français, on appelle ça les carrières. En français, se llaman carreras. C'est l'activité de carrière, d'extraction des minéraux au fond d'une rivière. La actividad de extracción de minerales en el fondo de un río. No sé cómo se llama acá. ¿Cómo? Areneras. Ah, ok, gracias. D'autre part, ce qui peut menacer directement les zones humides, c'est la pratique d'une agriculture dite intensive. La práctica de agricultura intensiva. Avec ce qu'on appelle l'utilisation de fertilisants, de pesticides, etc. Fertilizantes, pesticidas. Autre facteur qui peut contribuer à détruire les zones humides, c'est en bas de mon schéma, enfin qui n'est pas de moi d'ailleurs, hein, qui est le phénomène de la pollution industrielle. Otro es lo que está abajo, que es muy importante también, que es la contaminación industrial. Ou encore la pratique massive et de plus en plus développée de ce qu'on appelle l'aquaculture. O la práctica masiva y cada vez más desarrollada de lo que llamamos la acuacultura. Mais aussi au quotidien, le fait de prélever de l'eau pour les besoins de la consommation humaine. Pero también cotidianamente es la toma del agua pour les besoins domestiques, en fait. Por razones domésticas para la utilización del hombre. Vous pouvez avoir un autre phénomène qui vient détruire ou perturber une zone humide, c'est le fait que des espèces exotiques a perturbar o a cambiar un humedal es la aparición de especies exóticas. Et enfin, mais alors là, c'est vraiment quelque chose de très, très important, c'est évidemment l'urbanisation. Algo muy, muy importante que es la urbanización. Qui vient détruire potentiellement les zones humides. Que destruye potencialmente los humedales. Et donc, je reviendrai sur ce phénomène de l'urbanisation un peu plus tard dans le séminaire, dans la présentation. En la presentación un poco más tarde vamos a volver a hablar de este tema, de la urbanización. Alors, c'est la dernière, le dernier volet, en fait, le dernier aspect du séminaire. El último aspecto de este seminario. C'est de se poser la question des moyens de protection des zones humides. Es preguntarse cuáles son qué medios de protección podemos utilizar para proteger los humedales. Donc, évidemment, compte tenu de ma formation, je vais parler des instruments juridiques de protection des zones humides. Teniendo en cuenta mi formación, yo voy a hablar desde el punto de vista jurídico
de la defensa de los humedales. mais aussi parce que je pense que le droit est un levier relativement efficace pour protéger les zones humides. Pero pienso que también el derecho es un disparador extremadamente eficaz para defender. Alors, avant d'aborder la question des instruments juridiques de protection, Antes de abordar la cuestión de los términos jurídicos de la protección, j'aimerais insister sur le fait que pour protéger une zone humide, me gustaría insistir sobre el hecho de que para proteger un humedal il est essentiel préalablement de procéder à un certain nombre d'actions. es esencial antes que de eso realizar una determinada cantidad de acciones. Alors, qu'est-ce que j'entends par ces actions préalables? ¿Qué es lo que entiendo por esas acciones previas? La première action préalable, c'est qu'il est nécessaire pour chaque État La primera acción es necesario para cada estado d'identifier et d'inventorier les zones humides. identificar e inventariar los humedales. Alors, cet inventaire, il peut se faire à la fois au niveau international Ese inventario se puede hacer a la vez de manera internacional, au niveau régional et au niveau national. regional y nacional. Par exemple, au niveau international, la Convention de Ramsar, elle réclame cette identification, elle permet cette identification. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui. Au niveau international, A nivel internacional, la Convention de Ramsar, dont on a parlé en introduction, la Convención de Ramsar, de la cual hablamos en la introducción, elle permet d'identifier les zones humides d'importance internationale. permite identificar los humedales de importancia internacional. Il y a également une autre convention internationale Hay otra convención internacional qui est la convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial, que es la convención de la UNESCO pour la protection du patrimoine mondial, para la protección del patrimonio mundial, qui date de 1972 es de 1972 et qui permet aussi de protéger notamment les zones humides, mais pas seulement. permite además proteger los humedales, pero no solamente ellos, estos, Alors, ce n'est pas vraiment des protéger d'ailleurs, c'est de les identifier, de les répertorier. no solamente protegerlos, sino identificarlos y repertoriarlos, Parce que cette convention, elle permet d'inventorier le patrimoine naturel d'importance internationale. Esta convención permite inventariar y identificar Le patrimoine naturel el patrimonio natural internacional. d'importance, oui, d'une valeur universelle exceptionnelle, exactement, d'une valeur universelle exceptionnelle. Universal excepcional. Je vous donne un autre exemple qui va permettre de répertorier, d'identifier les zones humides au niveau, cette fois, régional. Otro ejemplo que se puede repertoriar e identificar de forma regional C'est au niveau de l'Union européenne, a nivel de la Unión Europea, puisqu'il y a un réseau d'habitats naturels qu'on appelle le réseau Natura 2000, una red que se llama la red Natura 2000 et qui permet d'identifier puis de protéger les habitats naturels los hábitats naturales et notamment les habitats d'espèces de la faune et de la flore. y los hábitats de especies de fauna y flora. Et puis ensuite, dans certains États, vous avez des inventaires nationaux du patrimoine qui peuvent être conduits. En algunos estados también están los inventarios a nivel nacional. Alors, je ne sais pas si en Argentine, vous avez ce type d'instrument, d'inventaire du patrimoine naturel. No sé si en Argentina tenemos inventarios de patrimonio natural. Mais en tout cas, c'est essentiel de pouvoir inventorier avant de protéger. Pero en todo caso hay que primero inventariar antes de proteger. Une fois qu'on a procédé à cet inventaire des zones humides, Una vez que hemos procedido a inventariar esos humedales,
il va falloir recourir à des experts qui ne sont pas les juristes, hein, Vamos a tener que recurrir a expertos que no son los juristas, qui vont aider à poser des critères et une méthodologie que van a ayudar a proponer criterios y metodologías pour pouvoir délimiter très précisément la zone humide. para poder delimitar bien precisamente el humedal. Alors, je suis désolée, là, le texte n'est pas très clair, mais je vais essayer de vous expliquer. C'est un exemple de méthodologie pour délimiter une zone humide. El texto no es muy claro, pero lo voy a usar como ejemplo para que veamos cómo es la metodología para delimitar un humedal. Donc, en fait, vous devez apercevoir sur ce milieu naturel, sur ce schéma, En ese medio natural podemos apreciar vous devez apercevoir à la fois des espèces de traits verticaux qui sont verts et des traits verticaux qui sont oranges. vemos trazos verticales verdes y naranjas. Alors, les traits verticaux verts sont les traits qui permettent de détecter s'il y a de la végétation spécifique aux zones humides. Los trazos verticales verdes son los que nos permiten detectar si hay des espèces végétales qui sont spécifiques aux zones humides. especies vegetales específicas de las zonas húmedas. Et puis ensuite, les repères qui sont orange, rouge sur le schéma, les repères qui sont rouges, Y las naranjas, los trazos naranjas, c'est pour voir quelles sont les traces d'humidité que l'on va repérer sur le terrain. es para ver cuáles son las trazas de humedad que vamos a repertoriar en el terreno, en el lugar. Et donc, on fait des sondages dans la terre, on fait des sondages, Y se hacen sondajes en la tierra, sondeos, et on regarde s'il y a de la présence, de l'humidité à moins de 50 cm de la surface ou à plus de 50 cm de la surface. y se determina la cantidad de humedad que hay en el subsuelo, o sea, menos del 50% de la superficie o más de 50 centímetros, 50 centímetros de la superficie o más de 50 centímetros. Donc là, déjà, on a utilisé deux critères pour la méthodologie de la délimitation. On a utilisé le critère de la végétation et le critère de l'eau. Acá utilizamos dos criterios, el criterio de la vegetación y el criterio del agua. Ensuite, vous devez apercevoir sur le schéma Ver en el esquema autour de la petite zone humide que j'arrive pas avec ma souris en fait à vous. Ah si, ça y est. Là, avec ma souris, je vous montre la trace visible de l'eau ici. Là. Se ve la parte visible del agua. Ensuite, vous avez un trait rouge ici, un peu plus large, Trazos rojos alrededor de la mancha de agua. Qui correspond en fait à ce qu'on appelle en français, alors je ne sais pas comment tu peux dire ça en espagnol, c'est ce qu'on appelle la cote de la crue. La crue, c'est quand les zones humides débordent. Oui. Es lo que llamamos la costa de la crecida. C'est la ligne en fait de débordement. De desbordamiento cuando ese espejo de agua crece. Et donc, en cumulant ces trois critères, végétation, eau et crue, y acumulando estos tres criterios, vegetación, agua y zona de crecida, on arrive, enfin les scientifiques, les experts, los expertos vont proposer de délimiter la zone humide qui correspond en fait au trait bleu que j'essaye de vous montrer avec ma souris. Van a determinar cuál es el humedal que corresponde, que acá están ella lo sigue con el mouse, esa línea azul es entonces la línea que... Voilà, ça c'est la délimitation proposée de la zone humide en bleu avec que je vous montre là, enfin que j'essaye de vous montrer avec ma souris. Esa es la delimitación del humedal que se determinó según esos criterios.
Alors, je reviens toujours à l'histoire de ce que suppose en fait au préalable pour protéger une zone humide. Il faut les identifier, il faut Primero, les... vuelvo al mismo tema. Primero, para protegerla, primero lo que hay que hacer es identificarla, Il faut ensuite donc les délimiter. delimitarla. Et troisième élément qui est particulièrement important, c'est qu'il faut conduire ce qu'on appelle une évaluation environnementale. Y el tercer elemento es que hay que realizar una evaluación ambiental, Alors qu'on appelle aussi étude d'impact, lo que llamamos también estudio de impacto, et en anglais on dit Environmental Impact Assessment. y en inglés sí, Environmental Impact Assessment. bueno, Alors ça, c'est très, très important. C'est à la fois un instrument juridique, mais c'est aussi un instrument, enfin, c'est un instrument procédural, mais on est à la limite du droit et de la science dure. es procedural, pero también estamos en conjunto con À la frontière de la science et du droit. en la frontera de la ciencia y del derecho. C'est l'idée que si on veut protéger un milieu particulier comme les zones humides, La idea es que si tenemos que proteger un humedal, avant d'entreprendre une activité qui risque de lui porter atteinte, antes de emprender una actividad a riesgo, il faut mener ce qu'on appelle une évaluation environnementale préalable. hay que hacer una evaluación ambiental previa. Alors, cette évaluation environnementale, c'est une étude scientifique Ese estudio es un estudio científico que l'on va confier à des experts, que vamos a confiar a expertos, donc des écologues, des géographes, par exemple. ecólogos, geógrafos. Et donc, concrètement, en France, en tout cas, mais c'est le cas dans d'autres pays, on confie la réalisation de cette étude d'impact à des bureaux d'études. En Francia, particularmente, ese estudio se lo confía a gabinetes que se dedican al estudio, a ese estudio determinado. Donc ça, c'est pour insister sur le fait que l'évaluation environnementale, c'est une démarche scientifique. O sea, la evaluación medioambiental es una gestión científica. Ce que j'explique également sur cette diapositive, c'est que Explico también en esta diapositiva c'est que dans cette étude d'impact, que en este estudio de impacto, la personne qui a l'intention de conduire un projet qui risque d'impacter la zone humide, que tiene la intención de hacer un proyecto que puede tener un impacto sobre ese humedal, on va lui demander de décrire l'état initial de l'environnement, c'est-à-dire la zone humide et ce qu'elle abrite. Le vamos a pedir primero un estado inicial de ese humedal, qué es lo que alberga esa zona húmeda. Ensuite, il va devoir décrire son projet et les impacts de son projet sur la zone humide. Luego va a tener que describir su proyecto y el impacto de ese proyecto sobre ese humedal. Par exemple, s'il veut construire une route, il va falloir qu'il explique quels sont les impacts de la construction de cette route sur la zone humide. Si va a construir una ruta, va a tener que determinar cuáles son los impactos que va a sufrir ese humedal por la construcción de esa ruta. Et ensuite, on va exiger de la personne qui a un projet, on va exiger d'elle qu'elle décrive les mesures d'évitement de l'impact. Y luego le vamos a pedir a esta persona que describa las medidas para evitar ese impacto. S'il ne peut pas totalement l'éviter, les mesures de réduction de l'impact. Si no puede totalmente evitarlas, cuáles son las medidas de reducción de ese impacto. Et également ce qu'on appelle des mesures de compensation environnementale. Y además medidas de compensación medioambiental. Si vous avez des questions sur ces aspects, évidemment, j'y répondrai après ma présentation. Si vous voulez qu'on revienne sur l'évaluation environnementale, je répondrai aux questions que vous pouvez vous poser. Si hay preguntas acerca de todos estos temas, después cuando termine la presentación, ustedes pueden hacer las preguntas que deseen.
Mais en tout cas, je considère que l'évaluation environnementale, c'est vraiment un instrument essentiel pour préserver notamment les zones humides. Considero que la evaluación medioambiental es esencial para preservar los humedales. Parce qu'on s'inscrit vraiment dans une démarche préventive. Porque nos inscribimos en una gestión preventiva, digamos. Et donc, au niveau de l'Union européenne, c'est vraiment une exigence qui s'est largement développée, l'évaluation environnementale. A nivel de la Unión Europea es una exigencia que se ha desarrollado en profundidad. Maintenant, pour en venir aux instruments vraiment à proprement parler, les instruments de protection de la zone humide. Para hablar propiamente, vamos a ver los instrumentos de protección de esos humedales. J'ai distingué pour ma présentation 3 types d'instruments. Yo distinguí para mi presentación tres tipos de instrumentos. D'une part, des instruments que j'ai qualifiés d'instruments classiques de protection. Por una parte, los instrumentos clásicos de protección. Ensuite, des instruments un peu plus innovants, c'est-à-dire auxquels on ne pense pas forcément en premier. Luego, de instrumentos más innovadores, que no pensamos forzosamente en los primeros, en los clásicos. Et enfin, je conclurai sur la particularité des zones humides quand elles se trouvent dans un milieu largement urbanisé. Y yo voy a hablar finalmente de los humedales cuando se encuentran en zonas, en medios muy urbanizados. Et donc là, j'évoquerai rapidement quelles sont les pistes, les leviers que permettent notamment le droit de l'urbanisme. Y vamos a hablar ahí de las pistas del derecho del urbanismo, ¿sí? Los disparadores que tenemos para trabajar. Alors, quand je parle d'instruments classiques de protection, je fais référence en fait aux instruments classiques du droit de l'environnement. Cuando hablo de instrumentos clásicos, hablo de los instrumentos habituales. Les instruments du droit de l'environnement. Los instrumentos del derecho del medio ambiente. En droit de l'environnement, depuis les années 70, à peu près 60-70. Desde los años 60 o 70, on a développé dans le monde une approche, c'est la première, une approche par espace protégé. C'est-à-dire qu'on décide de protéger l'espace. Desde esos años podemos trabajar con una visión de derecho de espacio protegido. Espace protégé. Donc, je fais référence concrètement à tous les instruments de type création de parcs, création de réserves. Création de parques, de reservas. Qui sont ce qu'on appelle des instruments de protection réglementaires. Son instrumentos de protección reglamentarias. Alors, pourquoi je dis protection réglementaire? Ça veut dire que la création de ces parcs ou de ces réserves va s'accompagner d'un certain nombre d'interdictions. La creación de esos parques o de esas reservas tienen una cierta cantidad de prohibiciones también. Alors, soit des interdictions, prohibitions, soit des limitations. Ya sea prohibiciones o limitaciones. Ça, c'est la première approche. On décide de protéger un espace. Esa es la primera aproximación. Se decide proteger un espacio. Et donc, par ce biais, on peut protéger une zone humide. Y por ese biais se puede proteger un humedal. La deuxième logique, la deuxième approche. La segunda lógica o el segundo enfoque. C'est une approche par espèce. Es el enfoque por especies. Donc là, le droit va décider de protéger une espèce de faune ou de flore, ou les deux. Va a tratar de proteger una especie de fauna o de flora. En interdisant sa chasse, en interdisant sa cueillette, en interdisant la pêche. Prohibiendo la caza, la pesca, la recolección. Et donc, là aussi, on peut, par ce biais, par cette approche, protéger les espèces qui dépendent des zones humides. Y con este enfoque se puede proteger a las especies que dependen de esos humedales. C'est la deuxième approche. La troisième approche, qui est beaucoup plus récente, El tercer enfoque, que es mucho más reciente,
c'est une approche que j'ai appelée une approche par corridor. C'est corridor écologique. Je ne sais pas comment on dit ça en espagnol. Es lo que llamamos corredores ecológicos. Donc là, ça va plus loin que la protection des espèces. C'est qu'on va protéger, on va prendre en compte le déplacement des espèces. Va más allá de la zona, sino que habla de lo que toma en cuenta el desplazamiento de las especies. Parce qu'il faut bien comprendre que sous l'effet du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, Entender muy bien que sobre el hecho de los cambios climáticos y la reglamentación de los cambios climáticos, les espèces vont encore plus et elles vont se déplacer différemment et elles vont encore plus se déplacer. y las especies van a desplazarse mucho más y van a cambiar sus desplazamientos. Donc, on trouve dans certains États, on trouve cette logique et des instruments juridiques qui permettent de protéger ces corridors. En algunos estados tenemos este tipo de protección también. Autre type d'approche, la quatrième sur cette diapositive, El cuarto enfoque c'est ce que j'ai appelé l'approche par activité humaine. es lo que llamo el enfoque por actividad humana. Donc là, on va identifier juridiquement les activités humaines qui portent atteinte aux zones humides. Vamos a identificar las actividades humanas que afectan a esos humedales. Et le droit, la loi, va exiger, par exemple, une autorisation administrative préalable. Va a exigir una autorización administrativa previa dès qu'une activité est susceptible de porter atteinte à l'eau ou au milieu aquatique. Cuando una actividad es susceptible de dañar los medios acuáticos. Et enfin, cinquième approche possible, c'est ce qu'on appelle la planification. Y el quinto enfoque es la planificación. Donc, en France, par exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres, parce que c'est pratiqué dans d'autres États. En Francia, por ejemplo, es un ejemplo entre otros porque hay muchos. On a des planifications spécifiques en matière de prévention des risques d'inondation, par exemple. Hay planificaciones específicas en materia de prevención de riesgos. Mais aussi en matière de gestion de l'eau. Pero en materia de gestión del agua también. Plus innovant, alors maintenant je passe aux instruments un peu plus innovants, en tout cas dans la tradition européenne, enfin française, pas européenne. Ce n'est pas forcément les instruments qui sont les plus couramment utilisés. No son, en Francia en particular hay otros instrumentos que no son los que se utilizan más habitualmente. Mais on peut aussi envisager de protéger un milieu comme les zones humides en... Pero podemos pensar en proteger un medio húmedo en utilisant ce qu'on appelle la maîtrise foncière ou la maîtrise d'usage, c'est-à-dire qu'on agit sur la propriété de la zone. Utilizando lo que llamamos el control territorial o de uso. Je ne vous donne qu'un exemple, j'en ai mis beaucoup sur la diapositive, mais je ne vous donne qu'un exemple. On peut... Sé muchos, pero les doy algunos ejemplos nomás. La personne publique peut décider d'exproprier. Por ejemplo, se puede decidir expropiar ou d'acquérir un terrain o adquirir un terreno qui présente un intérêt particulier d'un point de vue environnemental. Que puede presentar un interés particular desde el punto de vista ambiental. Le deuxième levier un peu plus innovant aussi de protection de la zone humide, c'est ce qu'on peut appeler la protection contractuelle. El segundo punto es lo que llamamos la protección contractual. Donc, le réseau européen dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le réseau européen Natura 2000. La red europea que se llama Natura 2000. Fait justement largement appel à la voie contractuelle pour protéger les habitats naturels.
apela a la vía contractual para defender los hábitats naturales. Et enfin, il y a un troisième levier qui n'est pas inintéressant, qui est même tout à fait intéressant. Y hay un tercer punto, un tercer instrumento muy importante, C'est le levier fiscal. es el tema fiscal. Parce que en France, par exemple, la fiscalité, pendant de très nombreuses années, elle a encouragé la destruction des zones humides. Porque por el lado fiscal, por ejemplo, en Francia, no ha hecho nada para defender los humedales. Donc, en fait, la fiscalité, c'est aussi un puissant moyen d'influer sur la protection de l'environnement. Es un medio muy importante para influir sobre la protección del medio ambiente. Alors, dernier point, je vais passer assez vite parce que j'ai largement dépassé le temps. Je pense que… Último punto, voy a ir rápido porque me pasé de tiempo, me parece. Je vais un peu évoquer la question des zones humides en milieu urbanisé. Voy a hablar de las zonas húmedas en medios urbanizados. Parce qu'en fait, il me semble qu'en agissant sur l'urbanisation, on peut protéger les zones humides. Actuando sobre la urbanización podemos proteger los humedales. Ce que je veux dire par là, c'est que de manière préventive, Lo que voy a decir es que de manera preventiva on peut aussi encourager les pouvoirs publics podemos impulsar a los poderes públicos à moins consommer d'espaces naturels a consumir menos los espacios naturales et à lutter en fait contre ce qu'on peut appeler l'artificialisation des sols. y a luchar contra la artificialización de los suelos. Alors, pour lutter contre cette consommation excessive d'espaces naturels, Para luchar contra ese consumo excesivo de espacios naturales, le droit de l'urbanisme français, el derecho de urbanismo francés, donc là j'ai pris l'exemple de la France pour yo tomé el ejemplo de illustrer. Francia para ilustrar. Alors, le droit de l'urbanisme utilise plusieurs leviers, plusieurs instruments. Utiliza varios instrumentos. Alors, un instrument dont on a déjà parlé en droit de l'environnement, mais qui est la planification de l'urbanisme. Uno de los que ya hablamos es la planificación del urbanismo. C'est-à-dire qu'on incite les collectivités, enfin les collectivités locales, je ne sais pas comment le dire. Se incita a la colectividad local, Les communes, a las comunas, les districts, enfin je ne sais pas quelles sont je ne me souviens plus les appellations en Argentine, à planifier l'utilisation du territoire dans les 10 années à venir ou dans les 15 années à venir, par exemple. a planificar a futuro, por ejemplo, a 10 o a 15 años. Ensuite, l'autre moyen, c'est d'agir sur ce qu'on appelle les autorisations de construire. Otro medio para actuar, para reaccionar, es la autorización para construir. C'est-à-dire que le droit peut poser des règles El derecho puede poseer reglas pour interdire des constructions quand il y a une zone humide, par exemple. para prohibir construcciones cuando hay un humedal. Et puis, il y a d'autres instruments qui se développent en France. Otros instrumentos que se desarrollan en Francia, et notamment un objectif qui a été fixé par une loi récente. un objetivo que se ha fijado a través de una ley reciente. Donc, c'est une loi sur le climat et la résilience. Es una ley sobre el clima y la resiliencia. Qui a posé un nouvel objectif qu'on appelle un objectif de zéro artificialisation nette. Un objetivo que es de cero artificialización neta. Alors, ça veut dire quoi concrètement? ¿Qué quiere decir concretamente? Ça veut dire qu'on impose Quiere decir que se impone de ne plus artificialiser autant qu'auparavant. Ya no más artificializar, ya no más que antes. Et ce qu'on impose aussi, c'est que si jamais on artificialise, Y lo que se impone también es que si en el hipotético caso en el que se artificialice, il va falloir procéder à ce qu'on appelle la renaturation d'un espace. Va a ser necesario crear algo que se llama la renaturación o renaturalización de un espacio.
c'est-à-dire qu'on recrée une zone naturelle parce qu'on en a détruit une. C'est la renaturation. Volver a crear una zona natural porque se ha destruido otra. Donc, voilà un peu pour tous les leviers, les pistes qu'on peut explorer d'un point de vue juridique pour préserver les zones humides. Todas las pistas que podemos explorar desde el punto de vista jurídico para lo que es la protección de los humedales. Bon, sachant évidemment qu'il faut combiner toutes ces approches. Sabemos que tenemos que combinar todos estos enfoques. Donc, si vous avez des questions, évidemment, je vous écoute et j'essaierai d'y répondre. Merci de votre attention et pardon, j'ai été un tout petit peu longue, je crois. Gracias por su atención, fui un poquito larga quizás. Si ustedes tienen preguntas, estoy aquí para responder. Voilà, Jessica, tu nous entends? Oui. Oui, très bien. Ok, on dispose de 30 minutes, 25 minutes pour organiser une discussion autour de ton exposé. Tenemos 25 o 30 minutos para discutir alrededor de lo que explicó Jessica. ¿Es que tu me permets une introduction à la discussion? Bien sûr. Bueno, para introducir un poco la discusión, como todos y todas saben, ¿no? El objetivo del Instituto de Estudios Avanzados es contribuir a fortalecer el debate público, ¿no? Hacer un debate público más robusto, con una mirada interdisciplinar e internacional, ¿no? El convencimiento es que esas dos combinaciones en la aproximación interdisciplinar e internacional nos ayuda a pensar sobre soluciones de largo término, ¿no? Bueno, creo que lo que hizo Jessica es un buen ejemplo de lo que aporta escuchar a alguien que viene de otra geografía, por lo menos en el campo jurídico, lo que acaba de decir Macovia, que es muy importante para la Argentina, para la discusión jurídica sobre los humedales en Argentina. Y bueno, nada, aquí, ici Jessica, tu as les fellows, les résidents de l'Institut qui viennent de différentes disciplines. Tu as un petit groupe de fonctionnaires publics. Tu as des députés aussi du pouvoir qui viennent du pouvoir législatif, et tu as des autres académiques qui viennent de différentes facs. Bueno, está abierto el micrófono. Le dije a Jessica quiénes estaban acá, más o menos los sectores que están aquí representados. Está abierto el micrófono para preguntas. ¿Vos querés decir algo? Sí. Se escucha bien, es ambiente el micrófono. ¿Hablas fuerte? Voy suave. Me da pena ser la primera, pero bueno, me lanzo al agua en humedad. ¿Cómo la legislación francesa prevé la interacción de las comunidades asociadas a estos humedales, las comunidades nativas? J'entends pas très bien quand les personnes posent une question de la salle parce que le son est beaucoup plus éloigné. Est-ce que vous pouvez me répéter, Gonzalo? Quelqu'un qui est plus près du micro? ¿Repito? ¿Sí? Sí. Oui. ¿Cómo es la participación de las comunidades nativas de esos espacios particulares de los humedales? La participation, si le public, si les citoyens, si le public participe à la question des zones humides, c'est ça? En réalité, c'est les communautés natives, c'est les riveriens, tout ça. Pregunta si el público en general participa. No, específicamente las comunidades nativas asociadas a esos espacios geográficos, los que son portadores de saberes y de tradiciones culturales. Si la communauté autochtone participe. Si la communauté autochtone participe. Alors, c'est plutôt une question qui se poserait outre-mer pour la France, mais pour le territoire métropolitain, il n'y a pas tellement cette problématique de communauté autochtone. Donc, c'est pour ça que je peux davantage répondre sur le côté
participation du public. Est-ce qu'il faut... Ella puede hablar de la participación del público porque puede hablar de lo que no puede hablar de lo que pasa fuera de Francia, y eso no es una temática, una problemática que se presenta en Francia, pero sí es probable que se presente, por ejemplo, en otros lugares del mundo. Mais quoi qu'il en soit, enfin même pour répondre à cette question, hein, Para responder esta pregunta, dans le droit français, el derecho francés, on ne peut pas vraiment considérer que tous les instruments que je vous ai présentés associent le public. no podemos considerar que todos los elementos que les aporté no asocian al público. On a plutôt des instruments, enfin tous les instruments de protection des espaces, type parcs, réserves, etc. Parques, reservas, etc. Sont plutôt des instruments qui viennent d'en haut, c'est-à-dire qui sont initiés par l'État. Son instrumentos que vienen de arriba, han sido iniciados por el Estado, sans que le public soit associé en amont de la création de ces espaces. Sin que el público haya sido asociado desde el origen del proyecto. On a des procédures de participation du public. Tenemos procesos de participación del público, mais qui interviennent plutôt tard dans le processus de décision. pero que intervienen más bien tarde en el proceso de la toma de decisiones. Par exemple, si on crée un parc national en France, Por ejemplo, si se crea un parque nacional en Francia, il va y avoir ce qu'on appelle une enquête publique. debe haber lo que llamamos una encuesta pública. Et donc, les gens vont pouvoir donner leur avis sur le projet de parc. La gente va a poder dar su punto de vista con respecto al proyecto. Donc, y compris les riverains, les communautés locales, etc. Incluso los vecinos, las comunidades locales. Mais on ne peut pas dire que leur avis soit déterminant quant à l'issue du projet. No se puede decir que su punto de vista, su opinión sea determinante en la construcción del proyecto. Et pour la planification en matière d'urbanisme, c'est exactement la même chose, c'est la même procédure. Para la planificación en materia de urbanismo, podemos decir que es exactamente lo mismo. Je ne sais pas si ça répond à la question. ¿Respondió a tu pregunta? Sí, gracias. Merci. Hola, sí. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno, buenos días. En primer lugar, de mi parte, soy Juan Martín, diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Bonjour. Bonjour. Député nacional de la provincia de Santa Fe. Agradecer la invitación a las autoridades de la facultad y del instituto. Je remercie l'invitation de la part des autorités. Quiero hacer una consulta concreta Je vous pose une question concrète. en la discusión en el Parlamento Nacional. Para la discussion du Parlement national, Nadie duda en la necesidad y en la vocación de proteger estos sitios, los humedales. personne ne doute de l'importance de la protection des zones humides. Sino que más bien la cuestión está en cómo se integra La question est comment l'intégrer. la producción, que en muchos casos precede los sitios que se quieren proteger, La producción, una producción preexistente en los humedales que se quieren proteger. escucho muy mal. Le problème, c'est comment intégrer les activités productives qui préexistent dans les zones humides avec la protección. Si hay experiencia, Gonzalo, y si hay experiencias s'il y a des expériences en grados de conservación de acuerdo à degré escucho horrible. Sí. Alors, je pense comprendre l'esprit général de la question. C'est la conciliation entre les activités économiques existantes et la présence d'une zone humide, c'est ça? Es la conciliación entre la producción y el humedal. ¿Sí?
entre la producción local en general. Alors, l'idée, c'est évidemment pas d'interdire toutes les activités humaines sous prétexte qu'il y aurait une zone humide. Enfin, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est plutôt en termes de conciliation, en effet. Creo que lo que hay que hacer es buscar una conciliación Plus qu'une interdiction en général, hein. más que prohibiciones en general. Mais il me semble que une des pistes intéressantes, c'est précisément la voie du contrat, Una de las pistas interesantes es la cuestión de los contratos. c'est-à-dire un contrat passé entre l'administration Un et, contrato entre la administración et la personne privée qui conduit une activité économique y la persona privada que conduce una actividad económica à proximité d'une zone humide. Ça peut être une piste à explorer. muy cerca de los humedales. Eso sería una pista a explorar. Par exemple, dans les zones Natura 2000 en France, Por ejemplo, en las zonas Natura 2000 en Francia, l'État passe des contrats avec les exploitants agricoles el Estado hace contratos con los explotadores agrícolas pour trouver un mode de gestion qui soit compatible avec, enfin, à la fois qui permette de maintenir une activité para économique encontrar un modo de gestión que sea factible para que, o sea, a la vez permitir una actividad económica tout en préservant l'essentiel de la zone humide, enfin les objectifs de conservation de la zone humide. a la vez preservando los objetivos de preservación de los humedales. Ensuite, alors, à mon avis, ça, c'est un levier possible. Para mí ese sería una posibilidad. ¿Sí? Qui est plus de l'ordre, enfin, on est plus dans la conciliation que dans l'instrument réglementaire, que dans l'interdiction. Más en la conciliación que en la prohibición. Et après, l'autre instrument, enfin là, c'est d'un point de vue juridique, hein, mais l'autre instrument, c'est l'évaluation environnementale. Otro punto es la evaluación medioambiental. C'est-à-dire que l'évaluation environnementale, elle peut s'imposer à des activités déjà existantes. La evaluación medioambiental se puede imponer sobre las actividades ya preexistentes. Et pour moi, c'est le levier, enfin, c'est un des leviers très intéressants, c'est de connaître à l'avance, d'obliger, en fait, Una de las herramientas más importantes es conocer previamente c'est d'obliger les acteurs privés en amont y obligar a los actores privados, los originarios, los à primeros, évaluer les effets de leur activité sur l'environnement para que evalúen los efectos de sus actividades sobre el medio ambiente et à proposer des mesures de limitation des impacts sur l'environnement. C'est-à-dire, on n'interdit pas l'activité économique, on exige des mesures préventives. No prohibir, sino buscar medidas preventivas. Et après l'évaluation environnementale, un mécanisme d'autorisation administrative. Ça clôt le cercle. La evaluación ambiental tiene la potestad después de determinar de acuerdo a los resultados. Donc, on n'interdit pas une activité économique. No se prohíbe la actividad económica. On exige simplement qu'elle analyse les effets sur l'environnement. Que analice los efectos sobre el medio ambiente. Et on oblige l'entreprise, en fait, Se obliga a la empresa à limiter ses impacts sur l'environnement, mais sans compromettre son activité économique. Sin comprometer su actividad económica. ¿Otra pregunta? Dale. Vení más cerca porque es ambiente. Hola, soy Carlos Ramonel. He participado Carlos Ramonel, yo participé en los procesos de inventario nacional que está desarrollando Argentina de humedales. Y aquí la visión que tiene el Ministerio de Ambiente de la Nación
environnemental de la nation. es independizar el proceso de inventario de la ley de humedales que se discute. Pour devenir indépendant, indépendizar, pardon. J'ai pas compris la traduction. El proceso de inventario de humedales Processus d'inventaire de la legislación nacional sobre humedales. de la législation nationale sur l'environnement. ¿Podemos agregar un dato? Es que, ¿tu peux accorder? Oui, oui, oui. Hay un dato, Jessica, aquí en Argentina hay un debate nacional Ici en Argentine, il y a un débat national y más de 10 proyectos de ley et il y a plus de 10 projets de loi para regular a nivel nacional pour la régler protección à niveau national la protection de los humedales. des zones humides. Entonces, lo que decía recién Carlos Ce que Carlos vient de dire, es que el gobierno nacional c'est que le ha independizado national a indépendisé, a séparé la elaboración del inventario de humedales l'élaboration des inventaires, des bilans des zones humides, de la discusión de la ley de la discussion de la loi en el Parlamento, dans le Parlement. porque la discusión de la ley en el Parlamento no avanza. Parce que la discussion de la loi Bueno. dans le Parlement n'avance pas. No, de hecho hay discusión sobre eso. Y ¿De los qué le- procesos de inventario Les processus d'inventaire de humedales a nivel internacional son complejos. à niveau international sont complexes. Estados Unidos que fue pionero en inventariar, Les États-Unis ont été les pionniers à inventarier. lleva 50 años haciéndolo. Ils le font Aún. depuis 50 ans. Mi pregunta es, La question est ¿cómo se articula en Francia, en vuestra experiencia, comment on articule l'expérience en France C'est bon. entre el inventario entre l'inventaire y la legislación et la législation transestadual que supere a los estados qui dépasse les États en el bueno, en la legislación de humedales, ¿no? Sí. à la législation des zones humides. Alors, question complexe. En fait, dans la loi, généralement, En la ley, generalmente, il est simplement demandé de procéder à des inventaires, solamente se solicitan los inventarios donc inventaires nationaux, régionaux et locaux. a nivel internacional, regional o local. National, Nacional, regional y local, mais sans plus de précision. sin más precisiones. Et ensuite, ce sont des administrations Son las qui conduisent les administraciones inventaires. que conducen los inventarios, Enfin, ce n'est pas vraiment des administrations, des organismes publics administraciones, son organismos públicos qui sont spécialisés dans les questions de patrimoine en la cuestión del patrimonio et qui conduisent concrètement les inventaires. y conducen concretamente los inventarios. Je ne sais pas si ça répond à sa question. L'inventaire lui-même ne dépend pas de la loi. No sé si responde a tu pregunta. Partiellement, non. Parcialmente. Je vois que non. Parcialmente. Es la experiencia. De la experiencia internacional. Finalmente, bueno, tenemos algunas diferencias en cuanto Nous avons des différences quant à a la concepción de humedales la concepción de zones humides. en el proceso nuestro de inventario nacional. Notre processus d'inventaire, No los consideramos ambientes de transición, nous ne considérons pas que ce soit des ambiances de transition. Ah, d'accord. sino que tienen una identidad propia los Ils ont humedales. une identité propre qui est propre. El Mais pro- est-ce que dans la loi argentine, vous avez une définition de la zone humide?
En la ley argentina tenemos definiciones de humedales. Tenemos para el proceso de inventario de humedales, Nous avons des inventaires des humedales. hay una definición que se ha adoptado. Sí. Definición adoptée. Mais une définition adoptée par le Parlement, Por el Parlamento. No, no, par por la la loi. El Parlamento aún no está en discusión en el Consejo Federal de Medio Ambiente. C'est en discussion dans le Conseil fédéral d'environnement. Pero para aclarar, en Argentina no hay definición legal de humedales. La única En definición el legal que proceso de tenemos es... inventario. Sí, pero no es una ley. No es una ley, una norma administrativa. La única definición está en la Convención Ramsar. D'accord, je comprends. Alors, pour répondre peut-être plus précisément à la question, en France, il y a la définition des zones humides d'importance internationale de la Convention de Ramsar. Et donc, il y a une cinquantaine de zones humides qui ont été définies d'après les critères de la Convention Ramsar. Unos 50 humedales que han sido definidos luego de la Convención de Ramsar. C'est moins que 50, hein, d'ailleurs. Je crois que c'est plutôt une vingtaine ou une trentaine. Menos de 50, calculo que son unos 20, unos 30. Et ensuite, le législateur a posé sa propre définition des zones humides. Han hecho su propia definición de humedales. Avec deux critères qui ne sont pas les critères de la Convention de Ramsar. Con dos criterios que no son los mismos criterios que de la Convención de Ramsar. Et c'est même, d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est la loi qui a proposé d'abord une définition. Es la ley la que ha propuesto primero una definición. Ensuite, le juge a interprété cette définition Luego el juez ha interpretado esa definición de manière un peu différente. de manera un poco diferente. Et ensuite, le législateur a été obligé d'intervenir une nouvelle fois. Y el legislador ha sido obligado de intervenir una vez más. Et a proposé une définition des zones humides. Y ha propuesto una definición de humedales. En tenant compte de l'interprétation du juge. En entérinant la définition du juge. Teniendo en cuenta la definición o la opinión del juez. Et en fait, ça emporte des conséquences très importantes sur la protection des zones humides. Y eso tuvo consecuencias muy importantes sobre la protección de los humedales. Parce que avant, pour qu'il y ait une zone humide en France, antes, cuando había zonas humedales en Francia, il fallait de l'eau et des plantes hygrophiles. Era necesario agua y plantas hidrófilas. Et aujourd'hui, c'est soit il y a de l'eau, soit il y a des plantes hygrophiles. La definición es ya sea que haya agua o que haya plantas hidrófilas. Donc, ça veut dire que ça élargit potentiellement le nombre de zones humides en France. Quiere decir que eso amplió la definición de humedales en Francia. Sí, te paso. Sí. Usted hoy refirió a nuevos instrumentos de protección de los humedales. Instrumentos de protección. Y habló de la protección contractual. Que yo, a mí no me quedó claro cómo funcionaba. Je n'ai pas compris comment était le fonctionnement. Y también habló de la protección a nivel fiscal. Et la protección a nivel fiscal. Mis dudas pasan por estas dos cuestiones. La protección contractual refiere a algo relacionado entre el Estado y los particulares. La protección contractual refiere al Estado. J'ai compris. Okay. O solamente, o también refiere a un nivel que vincule a dos particulares. Seulement a niveau de lien entre deux parties. J'ai compris. Y después, a nivel fiscal, puedo dar algunos ejemplos en concreto, porque en nuestro país existen muchas leyes
con buenas intenciones, sobre todo a nivel provincial, porque somos un Estado On federal, fait des lois avec de bonnes intentions à niveau provincial. pero la efectividad de las mismas a veces son Mais l'effectivité de ces lois ce n'est pas terrible. un poco dudosas. D'accord. Ouais. Sur la question contractuelle, Sobre la pregunta contractual, pour l'instant, ce qui est expérimenté en France, enfin ce qu'on expérimente en France depuis plusieurs années, momento lo que se experimenta en Francia de hace varios años, pour protéger la nature d'une manière large, proteger la naturaleza de una manera amplia, ce sont des contrats entre les personnes publiques et les particuliers, son contratos entre las personas públicas y los privados, mais pas entre deux particuliers. pero no entre dos privados. Donc, ce sont des contrats administratifs, en fait. Son contratos administrativos. Et sur le volet fiscal, Y con respecto a la pregunta de lo fiscal, concrètement, quand un propriétaire, quand une personne est propriétaire d'un terrain qui est une zone humide, cuando una persona es propietario de un terreno que tiene un humedal, il est exonéré partiellement ou totalement es exonerado parcialmente o totalmente d'une taxe sur le foncier, d'une imposition, d'une taxe, de un impuesto, d'une taxe sur la propriété foncière. un impuesto inmobiliario. C'est pour l'inciter à préserver la zone humide. On l'exonère du paiement de la taxe. Para incitarlo a preservar la zona húmeda, el humedal, para no cobrarle el impuesto. Que impulsa al cuidado del... Quel a été l'effet que cela a eu? Un effet positif sur la préservation des zones humides, Un efecto incontestablement. sobre la preservación del humedal, indudablemente. Parce que dans la législation Porque la legislación, ancienne, c'est-à-dire avant les années 70-80, antes de los años 70-80, au contraire, la fiscalité, elle encourageait la destruction des zones humides. o sea, los impuestos, al contrario, impulsaban a la destrucción de los humedales. Et donc, on a complètement changé la fiscalité. Se ha cambiado completamente la fiscalidad. Una pregunta, Jessica, porque aquí el momento actual es el de la discusión sobre la ley de humedales. C'est bon, j'ai compris. C'est bon, c'est bon. De la loi de zones humides. Y lo que vemos en el debate público C'est ce qu'on voit dans le débat public. es una presión muy fuerte por los incendios. C'est une forte pression sur les incendies. Y esa urgencia Urgence. que exigen los incendios Les incendies. Influye sobre la discusión de fondo sobre la ley de humedales. Ouais, comprendo. Participación sur la discussion de fond sur la loi des zones humides. A punto tal que parece que la ley debe salir Il paraît que la loi doit sortir para frenar los incendios, pour arrêter les incendies, pero no tanto para proteger los humedales en el largo plazo. mais pas autant pour protéger les zones humides dans les longs termes, sinon pour éviter les incendies. Y en ese contexto, Et dans ce contexte, yo creo que es muy importante lo que explicaste sobre herramientas clásicas e innovadoras. je pense que c'est très important de ce dont tu as parlé des leviers classiques et De levier innovant. Sí, porque algunos de estos proyectos de ley parce que quelques-uns de ces projets de loi ni siquiera tenían bien claro n'avaient même pas la clarté le levier classique, las palancas clásicas. des leviers classiques. Y
por ejemplo, lo que mencionaste recién sobre utilizar la contractualización Par exemple, de ce dont tu viens de parler, d'utiliser la partie fiscale. No, utilizar contractuel, los contratos Les contrats para proteger los humedales pour protéger les zones humides está completamente ausente del debate público. est complètement absente du débat public. Así que creo que es muy importante lo que explicaste Je pense que c'est très important ce dont tu viens de parler y que a nosotros nos puede servir para ordenar un poco más nuestra discusión. et pour nous, ça peut être très utile pour organiser la discussion. Que no es para nada clara, C'est pas clair, sino bastante confusa. c'est assez confus. ¿Alguna otra pregunta, observación? Bueno, yo creo que hemos consumido el tiempo que habíamos comprometido con Jessica. Nous avons consommé le temps qu'on avait prévu pour... Non, mais c'est pas grave, j'ai le temps. No me importa, tengo tiempo. Te vamos a agradecer y te vamos a dedicar un último aplauso para cerrar. Te remercier. Merci beaucoup. Muchas gracias. Gracias a todas y todos. Gracias. Así.